psychologique, notamment parce que c'est de la décomposition de produits à haute température. Alors, cette intervention syndicale, repris par les questionnements de la population, repris le lendemain par un appel de la CGT qui est maintenant extrêmement large, puisque avec nous ce soir appel à manifester solidaire, la fédération syndicale FSU unitaire, EFO depuis hier soir, bien évidemment les organisations écologiques comme Greenpeace, comme France Nature Environnement, nos amis de la Confédération paysanne et j'en passe, mais aussi un certain nombre d'associations comme l'association Ripezra, qui est avec la CGT a fait sortir le problème de l'intoxication au plomb à Notre-Dame de Paris. Et vous avez vu que sur encore un épisode très récent à Paris, c'est qu'un certain nombre de médias savent bien ce qui se passe à Paris. Et la préfecture de Paris et l'ARS, on a à peu près les mêmes aujourd'hui, parce que c'est le préfet d'ici, c'est pas lui qui décide, il est bien évidemment sous la coupe d'un certain nombre de ministères, ont caché des informations essentielles, tant pour les salariés de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, tant que pour les riverains, sur le risque de plomb, et 2, sur les niveaux de concentration qui ont été constatés par ces services officiels. Donc, ces inquiétudes, on les a aujourd'hui. 5 ministres, vous avez compté, le Premier ministre, peut-être Macron, on ne sait pas, mais effectivement, on n'est pas rassuré. On n'est pas rassuré. À ce jour, on sait qu'il y a au moins 8000 m² de toiture qui sont partis en fumée, une partie qui est encore à Lubrizol, une partie qui est partie dans le nuage de fumée, vous savez ou pas, mais l'amiante, une fibre d'amiante, c'est 300 fois plus léger qu'un de vos cheveux, alors vous imaginez quand vous avez un panache de 6 km de large et de 300 mètres de long. Comment communiquer aujourd'hui avant même qu'on ait aucune analyse d'amiante? Le préfet d'ailleurs, et ça fera partie des questions qu'on posera tout à l'heure à 19h, considère qu'un rayon de 300 mètres suffit sur le risque amiante. Premièrement, aujourd'hui le rayon de 300 mètres n'est pas respecté, ni par Édouard Philippe, ni par un certain nombre de représentants de l'État qui ont été sur place. Et en deuxième élément, il n'est pas en nature aujourd'hui de nous expliquer quel scientifique, quel ingénieur, quel technicien a déterminé ce rayon de 300 mètres sur la question du risque amiante. Alors j'en viens à la question des analyses. Là, il y a un sujet extrêmement intéressant, je sais que c'est technique, et on pourra bien évidemment fournir le nom des scientifiques avec lesquels on a travaillé. Première chose, par rapport au rapport de l'INERIS qui a été publié samedi soir sur le site de la préfecture. Ce rapport, sur la partie de l'analyse des suies, de ce qui est retombé à terre, indique lui-même que les lingettes, donc vous avez 6 lingettes qui ont été faites par les services du SDIS, 11 par une société Bureau Veritas. Ces lingettes, dit le rapport de l'INERIS, je cite, montrent les premières constatations visuelles ont permis d'observer que les lingettes étaient peu colorées. Vous avez pu voir aujourd'hui, hier, pour ceux qui étaient là, ou depuis jeudi, et vous avez vu sinon par internet, vous avez vu les photos, etc. Et nous, on a fait faire des prélèvements par nos syndiqués que si on veut récupérer de la suie, on en a. Donc il y a déjà une première question à l'INERIS, au préfet et aux équipes techniques. Quel est le mode opératoire qu'ont utilisé et les pompiers du SDIS et l'INERIS dans ce test de lingettes? Deuxième question qu'on a posée, et on l'a posée à une équipe d'universitaires dont on va citer les sources. Nous, on donnera nos sources, ce qui n'est pas le cas de la préfecture, qui est l'Institut Éco-Citoyen, qui est un institut universitaire situé à Marseille, dont on pense que les universitaires, même s'ils ont des financements publics, sont un peu plus indépendants que les laboratoires privés qui fonctionnent beaucoup avec les industriels ou que les laboratoires qui sont sur commande de l'État. Si on compare les éléments qui sont donnés dans le rapport de l'INERIS avec ceux qui sont mesurés sur un site comme Fos-sur-Mer. Alors Fos-sur-Mer, vous connaissez, je suppose, c'est Fos-sur-Mer, c'est 17 sites Céveso, seuil haut,
dans un périmètre de 20 000 hectares, avec sidérurgie, cimenterie, pétrochimie, incinération d'ordures, déchets industriels, voilà. C'est l'une des zones qui est considérée comme les plus polluées d'Europe. Donc, on va comparer les résultats de la préfecture par rapport à ce qu'on a à Fos-sur-Mer. Premier problème, ce que la préfecture et l'INERIS ont considéré comme la zone témoin. La zone témoin, vous l'avez vu dans les prélèvements, c'est la mairie de Petit-Quevilly. Il faudra être sûr et avoir des indications météo précises pour savoir à partir de 2h40 si, déjà, est-ce que la mairie de Petit-Quevilly n'est pas dans la zone polluée. Rien n'est moins sûr. La mairie de Petit-Quevilly, je vous le rappelle, elle se situe pour les non-rouennais, je suis désolé, mais dans une zone, pour nous, qui nous inquiète, qui est la zone qui va de Rouen à Grand Couronne, puisque là, vous avez une multitude d'établissements industriels. Certains Céveso seuil haut, certains Céveso seuil bas, et d'autres non classés Céveso, mais avec des rejets importants en termes de pollution. Donc déjà un problème avec ce qu'on appelle l'échantillon témoin, puisque vous avez bien remarqué que dans les déclarations du préfet, on nous parle du fait que les prélèvements du SDIS et de Veritas ne font pas apparaître de différences significatives par rapport aux prélèvements témoins. Alors si on compare à la zone industrielle de Fos-sur-Mer, si on compare par exemple sur une famille cancérogène, ce qu'on appelle les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, cancérogènes, certains, à Fos-sur-Mer, on a des teneurs, je ne vais pas faire trop de chiffres, mais entre 0,1 et 0,26 microgrammes par mètre carré et par jour, ce qui est quand même pas négligeable quand on voit les effets à Fos-sur-Mer. Sur la zone autour de Lubrizol, la zone des prélèvements de la préfecture, on est, pour certains HAP, entre 11 microgrammes et 34. Vous avez vite remarqué qu'on est à peu près à 90 fois plus en ce qui concerne les HAP. Sur certains métaux, zinc, plomb, cuivre, pareil, vous pourrez comparer puisque les chiffres sur la zone industrielle de Fos-sur-Mer sont publiés sur le site donc, de l'Institut éco-citoyen, merci. Vous pourrez remarquer que pareil, on a des chiffres qui se multiplient entre un facteur 10 et un facteur 100. Donc se pose la question, peut-être qu'il n'y a pas d'écart significatif, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, la zone de pollution est bien plus large, ce que nous laissent entendre les services de l'État, et qu'en tout état de cause, on a des pollutions extrêmement importantes. Peut-être que c'est des pollutions qui sont avant le nuage. Ça, aujourd'hui, il faudrait comparer à des résultats précédents. On n'est pas en mesure de le dire aujourd'hui. On va retravailler cette question-là. Mais quoi qu'il en soit, on est sur des mesures de pollution qui sont extrêmement inquiétantes. Un autre élément sur les analyses, je vais essayer de faire court sur les questions techniques, se pose la question de la limite de détection des appareils qui ont été utilisés notamment sur les mesures d'air. Dans le rapport de la préfecture s'appelle les canistères. Je prends l'exemple du benzène. Sur l'exemple du benzène à Fos-sur-Mer, pour tous ceux qui travaillent sur des pollutions industrielles, ils ont des appareils qui permettent de détecter jusqu'à 0,2 microgrammes par mètre cube. Quand ceux utilisés par l'INERIS, par ceux qui ont prélevé, excusez-moi, l'INERIS n'est pas responsable des prélèvements. Les prélèvements qui ont été faits, on est sur une seuil de détection à 10 microgrammes. Donc on est à un seuil de détection 50 fois plus fort, alors que la valeur limite est de 5 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle. Pour ce qui est d'une autre valeur assez inquiétante, donc l'H2S, les valeurs de détection des appareils utilisés sont indiquées à 10 microgrammes par litre, alors que l'Organisation mondiale de la santé fait état d'un seuil d'exposition à 7 microgrammes par mètre cube. Donc on peut éventuellement, c'est une hypothèse, on n'en sait rien, on n'affirme rien, on peut éventuellement dans certaines zones être à 8 microgrammes, à 9 microgrammes, et la préfecture fanfaronne sur le fait qu'on serait en dessous d'un seuil sanitaire détecté par le laboratoire. Sur la question d'amende, on rappellera quand on aura les prélèvements, et on donne un billet d'avance, malheureusement, que ne seront pas comptés par les laboratoires les fibres courtes d'amiante, alors que l'AFSET, que vous connaissez comme institut, a recommandé au gouvernement depuis plusieurs années de compter les fibres courtes dans les prélèvements d'amiante.
ce que refuse de faire le gouvernement parce que ça mettrait en évidence des taux de pollution importants sur les chantiers des amiantages, mais aussi de pollution ambiante dans les industries, mais aussi dans les habitats. Alors, inquiet, on l'est. Inquiet est la population de Rouen et de sa agglomération. Inquiets sont les travailleurs et notamment nos camarades pompiers qui sont intervenus sur le site avec des conditions, faut-il le dire, et ils nous rejoindront tout à l'heure, limite de l'incompréhension. Ce qu'on a recueilli, mais vous l'avez déjà vu, certains confrères ont recueilli des témoignages et ça nous est confirmé par nos camarades de la CGT. Il y a une rupture d'approvisionnement en bouteilles d'air pour ce qu'on appelle les appareils respiratoires isolants, qui permettent de combattre le feu avec de l'air non pollué. Et je cherche mes mots, l'absence de tout masque de protection contre le risque chimique. Et les pompiers sont arrivés avec ce qu'on appelle des FFP2, des petits masques papier qui ne sont même pas suffisants pour l'amiante. Alors on est des fois très insatisfait des recommandations du ministère du Travail, mais y compris le ministère du Travail sur les masques amiante, il dit que y compris les masques FFP3 qui ont été donnés aux pompiers dans le milieu de la journée, c'est vraiment pour des interventions avec une très faible pollution et avec un maximum de 15 minutes. Oui, nous sommes inquiets du fait qu'il y ait une recrudescence de cancers à moyen et long terme quand on voit le risque de polyexposition à ces cancérogènes. Comment ne pas être inquiet quand on nous a assuré, ministre après ministre, que les opérations de nettoyage avaient été correctement réalisées, et notamment dans les écoles, dans les crèches, dans les lycées et les collèges. Je vais vous montrer, quand on m'aura rendu mon sac, il est là. Merci. Je vais vous montrer, c'est un des nombreux exemples de ce qui nous a été transmis par une salariée dont nous exigeons déjà qu'elle bénéficie du statut de lanceur d'alerte. Parce que c'est une salariée qui est courageuse dans un emploi pas simple. C'est ce qui a été, je le déplie délicatement, retrouvé dans la cour de la crèche municipale de Billorel lundi matin à 8h. Et malgré ce qu'ont dit toutes les autorités, il est apparu que la machine de nettoyage qui devait intervenir dans cette cour n'a pas pu rentrer dans la cour pour des questions de largeur et qu'aucune décision n'a été prise de maintenir cette crèche fermée, et cette crèche a été ouverte lundi matin. Qu'est-ce que c'est? Des débris de suie que nous enverrons à un laboratoire. Nous avons été sollicités par de nombreux citoyens, des équipes syndicales, et on essaye d'organiser, avec toute la complexité, que des prélèvements citoyens soient faits, et on est en lien avec plusieurs associations, comme l'association Henri Pézra, comme Génération Future, pour transmettre ces éléments à un seul et même laboratoire. Et nous poussons nos équipes syndicales, puisque la CARSAT pour les entreprises du secteur privé doit faire des prélèvements gratuits, et nous poussons nos équipes syndicales à faire des prélèvements, notamment dans les entreprises qui sont sous le nuage de fumée. Comment ne pas être inquiet quand des salariés ont eu des nausées, ont eu des vomissements, ont eu effectivement des maux de tête, et que pour les locaux de travail, on s'aperçoit aujourd'hui que pour toutes les entreprises avec des systèmes de ventilation, rares sont les entreprises dont nos équipes syndicales, et on était nombreux réunis ce matin à la CGT pour discuter de ça, ont été nettoyées, changement des filtres, vérification et analyse. Je vous ai déjà parlé de l'amiante. Comment ne pas être inquiet lorsqu'on sait, et vous avez plusieurs études qui sont sorties, et notamment une récente à Saint-Nazaire, financée par la préfecture, et donc voilà, on peut penser qu'elle est assez sérieuse, qui montre une recrudescence des cas de cancer dans les zones industrielles. En Normandie, on l'a dit, la Haute-Normandie, on avait des résultats Haute-Normandie, et on sait que la Haute-Normandie était la deuxième région en termes de cancer. Les rares études en France qui ont été réalisées sur les cancers, je pense notamment à l'équipe du GISCOP 93, qui a été pilotée par Anité Bomoni, une des rares spécialistes sur les questions de cancer professionnel, ont mis en avant, pour des situations de cancer, que quand on interrogeait
les malades, quand on reconstituait leur carrière professionnelle, on trouvait les expositions, soit des expositions en milieu de travail, soit des expositions environnementales. Vous avez vu récemment, repris notamment par le journal Le Monde, les études américaines sur le World Trade Center. Je ne sais pas si on peut comparer. Ce qu'on sait juste sur le World Trade Center, c'est que le World Trade Center n'était pas une usine chimique avec des dizaines ou des centaines de produits. Ce qu'on sait, oui, c'est qu'il y avait de l'amiante. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait un gros nuage de fumée. Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait du kérosène. Et ce qu'on sait, 8 ans après, c'est qu'on fait état de 14 000 cas de cancer qui seraient liés effectivement à cette tragédie du cancer. Et donc nous avons des inquiétudes, et c'est pour ça qu'on va reprendre Édouard Philippe mot pour mot sur la question de transparence. Alors qu'est-ce qu'on continue d'exiger? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Et ce qu'on demande? Premièrement, parce que Lubrizol sait, et la préfecture le sait, on veut la liste de ce qui a brûlé à Lubrizol. À partir de cette liste, tout le monde, et dont on demande, comme tous les documents, la publication sur le site internet de la préfecture, tout le monde y pourra voir ce qu'on appelle les fiches toxicologiques, notamment sur le site de l'INRS. Bien sûr que ça va inquiéter quand on va voir que c'est des cancérogènes, des nocifs, des toxiques, mais la population a le droit effectivement à cette vérité. On veut la composition des produits, c'est-à-dire la levée du secret de fabrication. C'est pas grave si Lubrizol, les bénéfices de Lubrizol soient diminués. On a le droit de savoir, produit par produit, les molécules qui sont utilisées. On exige aussi, parce qu'on parle de transparence complète, l'ensemble des documents qui sont détenus, et je dis bien par les autorités administratives. En ce qui concerne la question des règles Seveso et de l'environnement, on demande que la préfecture et que le service des installations classées de l'ADREAL mettent en ligne l'autorisation d'exploiter ainsi que l'ensemble de l'étude de danger concernant Lubrizol, l'ensemble des mises en demeure produites, l'ensemble des courriers d'observation faisant état, y compris ou non, des situations d'infraction ou d'écart à la procédure, le relevé de l'ensemble des incidents relevés sur le site de Lubrizol et éventuellement les numéros d'enregistrement des éventuelles procédures pénales. On demande éventuellement exactement la même chose pour les services de l'inspection du travail. C'est-à-dire que le risque, il est d'abord dans l'entreprise pour les travailleurs. Et donc le Code du travail contraint, normalement, ce n'est pas toujours fait, un certain nombre de choses. On demande la publication, bien évidemment, du document unique d'évaluation des risques, avec l'ensemble des données permettant l'évaluation du risque chimique et du risque incendie. On demande la notice d'incendie qui a dû être faite, les notices de poste par rapport au risque chimique, l'ensemble des plans de prévention avec les entreprises extérieures, puisque là encore, il a fallu qu'on le dise. On le dit, c'est peut-être que ça n'a rien à voir de l'accident, mais comme de nombreuses entreprises industrielles, Lubrizol externalise des secteurs d'activité qui nous paraissent sensibles, et l'enfûtage, la mise en fût des produits, le stockage est confié à l'entreprise dont on ne remet pas les compétences en cause, ni celles de ses salariés, c'est l'entreprise Netman, mais dont on sait que les contrats commerciaux qui sont reconduits d'année en année se font souvent avec une baisse des coûts, une baisse des effectifs, une augmentation de la compétitivité demandée. Et on demande l'ensemble des rapports électriques ainsi que l'ensemble des procès-verbaux du CHSCT de l'entreprise. On demande l'ensemble des autres analyses qui sont en cours, que ce soit des services vétérinaires sur les végétaux, les animaux et les analyses de lait. Bien évidemment, toutes ces mesures doivent être à la charge de Lubrizol, mais il n'y a pas que ces mesures-là qui doivent être à la charge de Lubrizol. Il y a aussi la dépollution chez les habitants, dans les entreprises, le suivi des analyses, mais aussi le recensement de l'ensemble des travailleurs et de la population qui a été exposée. On exige aussi à la charge de Lubrizol la mise en place d'un suivi médical spécifique, un peu comme après AZF en 2001, mais bien évidemment en plus performant, ainsi que la mise en place d'un registre des cancers professionnels qui permettra, pour chaque cas de nouveau cancer, de regarder avec des experts indépendants si ces cancers peuvent s'expliquer par des expositions professionnelles ou environnementales afin de faire payer les responsables. Je sais que c'est long,
Mais il faut dire qu'on avait alerté par écrit à de multiples reprises, avec des courriers au préfet de région, au ministère du Travail. On enverra, on a déjà envoyé à certains d'entre vous une compilation de nos écrits. On pourrait parler d'une note complète de mai 2014, dont le titre malheureusement est peut-être précurseur et qui s'appelait « Une catastrophe AZF est encore possible ». Nous avions décrit le fait que la réglementation était insuffisante. Nous avions décrit notamment, avec les constats de nos équipes syndicales et des inspecteurs du travail, en quoi un certain nombre de multinationales ne respectaient pas la réglementation sur un certain nombre de points. Nous avions dit que les moyens de contrôle de l'État étaient insuffisants et l'absence d'indépendance. Nous avions dit en quoi les parquets, la politique des parquets n'était pas suffisante, avec une espèce de complaisance vis-à-vis de la délinquance en col blanc. Et en 2014, cette même année, nous avions le parquet de Rouen qui poursuivait Lubrizol, non pas pour mise en danger de la vie d'autrui, ce qui était le minimum par rapport à ce nuage de mer captant. Bien sûr, c'est pas impressionnant, avec une peine maximum d'1 an de prison et de 75 000 d'euros d'amende, mais si cette peine-là avait été appliquée, et ça méritait de l'être, peut-être que les dirigeants de Lubrizol et des autres sites chimiques et pétrochimiques auraient fait attention à leurs responsabilités. Mais quand on condamne Lubrizol à 4 000 euros d'amende, excusez-moi, le lapsus est révélateur, c'est un peu de l'argent de poche pour ses actionnaires et des gens comme Warren Buffett. Mais c'est pas un cas isolé. Ici, allez, blaguons, rigolons, une petite PME, le groupe Bolloré, a été condamné en face de là par le tribunal correctionnel. Bolloré a été reconnu responsable par le tribunal d'une faute qui est directement responsable d'un accident mortel du travail sur le port de Grand Couronne, une chute de 40 mètres. C'est quoi la sanction pour le groupe Bolloré? C'est 5 000 euros d'amende. Alors oui, on est beaucoup ému, mais on a l'impression que quand on condamne les industriels à 4 000, à 5 000 euros d'amende, le message qu'on leur donne, c'est que peut-être moralement, c'est pas bien de polluer, c'est pas bien de tuer. Mais on a l'impression que l'État et la justice disent à ces industriels, c'est pas très grave si vous continuez, ça vous coûtera pas cher. Et ça pour nous, pour les victimes, pour les familles qu'on accompagne, c'est dégueulasse. Je sais pas ce que sera demain, on espère qu'il y aura peu de cancers. Mais ces gens qui sont là, ils viennent nous voir, nous, les assistantes sociales, les avocats, et on est obligé de leur dire que c'est ça qui se passe. Et on accompagne malheureusement souvent des familles en pleurs, et des familles, des fois, quand on leur explique les procédures de reconnaissance pour les maladies professionnelles, et bien des fois c'est même nous-mêmes qui les dissuadons de mener les procédures. Vous avez vu peut-être, je sais pas, les verriers de Givors, nos camarades dockers de Saint-Nazaire, les années de procédure qu'il faut, les milliers d'euros qu'il faut dépenser pour un cas, pour une maladie, alors qu'on sait qu'on a 350 000 cas de cancer par an et dont on peut penser qu'une partie non négligeable est liée à l'environnement et aux expositions sur le lieu de travail. Alors oui, il faut arrêter avec il faut donner des consignes au parquet, les mêmes consignes qu'en termes de circulation routière, c'est la tolérance zéro. Vous l'avez vu sur les manifestations, les interdictions de manifestation, c'est la tolérance zéro. Et on veut la tolérance zéro sur la délinquance au col blanc. C'est pas possible aujourd'hui de ne pas poursuivre les infractions. Voilà, il faut que cela cesse. Récemment, Macron, on n'a pas encore parlé de lui. C'est lui qui a supprimé les CHSCT. Comme si nos camarades dans les entreprises étaient des surhommes. Ils nous disent que les hommes politiques ne peuvent pas cumuler les mandats. Députés et maires, c'est trop difficile. Mais pour nous qui travaillons, il faudrait qu'on puisse cumuler les mandats de délégués du personnel, de comités d'entreprise, de CHSCT, d'avoir des connaissances en économie, de faire profiter nos collègues, et oui, des vacances, des places de cinéma, c'est aussi ce qu'on nous demande, des revendications sur les salaires, sur le droit conventionnel, la question des primes,
Et il faudra qu'on fasse le CHSCT, les risques psychosociaux, les règles de durée du travail et la question des cancérogènes et des explosions. Non, on n'est pas des surhommes. En supprimant les CHSCT, on sait que c'est moins de militants et moins de militants qui s'occuperont des questions de santé-travail. On ne se le cache pas, c'est un problème. Ceux qui votent pour nous dans les entreprises, si on ne fait pas d'activité vacances, si on ne donne pas des chèques, ils ne vont pas voter pour nous. Si on leur dit on va s'occuper que des explosions, que des risques chimiques, des RPS, ça fait peur. Ils ne vont pas voter pour nous. Et donc on est obligé de faire le reste. Et on le voit depuis un an et demi. Eh bien nos camarades ils font moins. On faisait déjà peut-être pas assez. On se le dit, on se regarde droit dans les yeux. On n'a peut-être pas été très bon depuis les CHSCT depuis 1982. Mais là, c'est pas une balle dans le pied qu'ils nous ont tiré, c'est carrément un coup de mitraillette. Et comment ne pas passer sous silence les déclarations d'Édouard Philippe, fin août dernier, à propos du rapport qu'il a commandé à la députée Charlotte Lecocq, le rapport sur les questions de santé-travail. Un rapport long, et dont on vous donnera l'analyse du syndicat de la CGT de l'inspection du travail pour décoder un rapport de 180 pages, mais qui, dans plusieurs propositions, et notamment la 14e, propose des mesures de simplification, notamment sur les questions de sous-traitance, de prévention, de simplification du document unique, bref, des quelques textes qui sont aujourd'hui contraignants et des quelques textes qui nous permettront peut-être demain de poursuivre les Lubrizol, les CEPOL, les Total, les EDF, les Yara, les Exxon devant le tribunal correctionnel. Ce rapport qui prône une simplification de la réglementation, on craint cette nouvelle réforme et on se battra. Doit-on rappeler aussi que sur le code de l'environnement, on a aussi une simplification et on pourra y revenir. Alors, voilà, on a des choses concrètes. Le renforcement des corps de contrôle en Seine-Maritime, le nombre d'inspecteurs du travail qui contrôlent les entreprises en termes de matière de santé et sécurité, moins 15%. Demain, sur le département, avec plus de 79 Céveso, le projet, c'est qu'on ait moins de 3 agents sur ces entreprises-là, mais qui en plus seraient à s'occuper d'un certain nombre d'entreprises généralistes. Autant dire une absence importante en termes de contrôle. Il faut augmenter le nombre d'agents de contrôle, mais renforcer leur indépendance, qui est mise à mal par un certain nombre de réformes. Pour ce qui est du service des installations classées, les services vétérinaires, ces services doivent être indépendants du pouvoir de l'État, en améliorant par exemple ce qui peut exister en matière d'ASN. On pense que c'est possible. L'augmentation des sanctions pénales contre les industriels et la mise en place dans le code pénal d'une nouvelle infraction qu'on appelle le crime industriel et qui nous permettrait, y compris, d'enfin peut-être avoir sur la question de l'amiante. Vous avez vu l'amiante, le rapport du Sénat, c'est pas nous qui inventons les chiffres. Près de 100 000 morts, aucun procès pénal. Si on avait demain dans le code pénal cette infraction de crime industriel, on pourrait poursuivre les industriels de l'amiante qui sont encore là, des multinationales comme Eternit, comme Saint-Gobain, mais aussi les politiques qui ont tué les risques. Alors, il y a des questions qui se posent sur l'origine du sinistre. Vous avez vu, l'enquête judiciaire le détermine.